Il y a des hommes que l'histoire a oubliés, pas parce qu'ils étaient insignifiants, mais parce qu'ils étaient ordinaires, des hommes sans titre, sans fortune, sans gloire, des hommes dont le nom n'a jamais figuré dans les livres d'histoire, mais qui ont quand même laissé une trace dans les colonnes serrées d'un journal de province, une trace dans les archives numérisées de la Bibliothèque nationale de France, une trace dans la mémoire froide des faits divers. Bienvenue dans les murmures de l'histoire, je suis Olivier de Potter et aujourd'hui je vous emmène à Clichy, au printemps 1900, dans une impasse dont le nom semble presque symbolique, l'impasse des Cailloux. Nous allons parler d'un homme qui s'appelait Nicolas Robert de Largille, 30 ans, garçon de café, mari violent, et selon au moins un journal de l'époque, escroc matrimonial. Nous allons surtout parler d'une femme. Cette femme, c'est Louise de Largille, née Moussu, 34 ans, couturière. Une femme qui a essayé de fuir un mari violent, mais que son mari suivit. Pour comprendre ce qui se passe le 16 mars 1900 dans une chambre de Clichy, il faut remonter un peu en arrière. Nicolas Robert de Largille est un garçon de café. Dans la France de la Belle Époque, c'est un métier humble mais visible. On porte les verres, on prend les commandes, on sourit aux clients, surtout aux clients fortunés. Et on vit dans un entre-deux, trop près du luxe pour l'ignorer, trop près pour y accéder. De Largille, lui, il veut se marier. Le problème, c'est que les formalités de mariage civil en France, à la fin du 19e siècle, étaient rigoureuses. Il fallait des papiers, des actes de naissance, des publications, des bancs, des délais, des témoins, des signatures. Et de Largille, lui, visiblement, n'avait pas la patience pour tout ça. Alors, il a trouvé une solution. Une solution que les journaux belges à l'époque résument en une formule lapidaire. Il attribue à sa future les papiers de la sœur de celle-ci. En clair, il a déclaré sa fiancée sous l'identité de sa belle-sœur. Le mariage a eu lieu dans ces conditions. Et le résultat juridique était aussi absurde que la situation elle-même. Légalement, de Largille était devenu le mari de sa belle-sœur, son propre beau-frère à lui-même. C'est une lettre anonyme qui a tout fait basculer. Quelqu'un dans l'entourage du couple a dénoncé la fraude au parquet. Un juge d'instruction a ouvert une information judiciaire, usage de faux, un délit sérieux, passible de prison. Et on ne sait pas exactement quand cette fraude a été commise. Ce que l'on sait, c'est qu'au moment des faits, de Largille était déjà dans le collimateur de la justice. Un homme sous pression, un homme dont la vie s'effondrait et dont la vie conjugale depuis longtemps n'était déjà plus tenable. Car Louise, elle ne vivait plus avec lui depuis 15 jours. Louise de Largille avait 34 ans en 1900, née Moussu, couturière de métier, c'est tout ce que les archives nous disent d'elle de façon directe. Mais les faits complètent le portrait. Les journaux de l'époque, avec la pudeur brutale qui caractérise les faits de 1900, ils écrivent que de Largille battait sa femme comme plâtre, que c'était pour échapper au mauvais traitement qu'il lui faisait subir qu'elle avait dû quitter le domicile conjugal. Pensez à ce que ça représentait en 1900. Pour une femme de condition modeste, quitter son mari signifiait tout perdre. Le domicile, les revenus, les protections sociales, si on peut dire qu'il y en avait une. N'oubliez pas non plus que le droit de vote des femmes, on ne l'avait pas encore. Leur autonomie juridique était quasi inexistante. Un mari violent était légalement autorisé à corriger sa femme. Bien sûr, dans les limites que la loi de l'époque autorisait. C'est une définition de façon très floue. Louise, malheureusement, n'a pas été bien loin. Elle n'avait nulle part où aller. Alors, elle est allée chez sa belle-sœur, Madame Desplat, qui habitait elle aussi, impasse des Cailloux, à Clichy. L'impasse des Cailloux, c'est une rue qui existe toujours. Elle est là, à Clichy, dans la banlieue nord-ouest de Paris. Quelques dizaines de mètres, une rue étroite, un monde d'ouvriers dense, et Louise qui cherche un abri chez la seule femme en qui elle a confiance. Durant 15 jours,
Elle a tenu 15 jours. 15 jours sans lui. 15 jours de cette pseudo-liberté. Cette liberté fragile, chèrement acquise. Une liberté que les femmes battues de toutes les époques connaissent bien. Cette liberté qui ressemble moins à de la liberté qu'à de l'attente. L'attente de savoir s'il va revenir. Et le 16 mars 1900, il est revenu. C'était l'après-midi. Mademoiselle de Place était sortie. Louise travaillait seule dans la chambre de sa belle-sœur. Elle cousait probablement. Faut pas oublier que c'était son métier. Et c'était sûrement aussi sa façon de tenir le coup. Les mains occupées et la tête ailleurs. Elle ne l'a sans doute pas entendu venir. Ou peut-être que si, elle l'a entendu. Et peut-être que ce bruit de pas reconnaissable dans l'escalier, ce bruit qu'elle reconnaissait entre tous, lui a serré le cœur avant même qu'il ouvre la porte. Il est entré dans la chambre. Les journaux ne nous disent pas s'il a dit quelque chose. Ils nous disent simplement, si je peux le dire ainsi, ce qu'il a fait. Il s'est rué sur elle, il l'a saisie à la gorge, il l'a renversée par terre, l'a jetée sur le parquet, et là, il l'a piétinée, violemment, furieusement, jusqu'à ce qu'elle perde connaissance. Je veux que vous vous arrêtiez un instant sur cette image. Un homme de 30 ans, garçon de café, debout, fou de rage d'avoir été quitté par une femme. Et cette femme de 34 ans, couturière, à terre, inconsciente, dans une mare de sang. Une chambre de location à Impasse des Cailloux, Clichy, mars 1900. C'est cela que les faits divers de l'époque appelaient parfois une scène de ménage qui a mal tourné. Comme si un homme qui piétine sa femme violemment était simplement un ménage qui n'allait pas bien. Louise ne bougeait plus. De l'Argile, lui, a regardé autour de lui. Et il a pris la machine à coudre de sa belle-sœur, l'outil de travail de Louise. Il a ramassé aussi divers objets, sans préciser lesquels. Des objets de valeur, des choses sûrement à revente. Et il est sorti. Il est descendu l'escalier, il a poussé la porte, il a débouché dans la rue, et c'est là que mademoiselle de Passe est arrivée. Elle rentrait chez elle. Mademoiselle de Passe, dont le prénom, malheureusement, n'a pas été retenu par les archives, rentrait chez elle, et elle a vu son beau-frère, chargé de sa machine à coudre et de divers objets. Elle a compris immédiatement qu'il s'était passé quelque chose de grave. Elle a voulu lui barrer la route. Ce geste, je vous demande d'y penser une seconde. Une femme seule, dans une impasse, face à un homme qu'elle sait violent, qui sort de chez elle avec ses propres affaires à elle, et qui vient probablement de faire quelque chose d'irréparable à l'intérieur. Et elle tente de lui barrer la route. Les historiens ont un mot pour ça, la résistance civile ordinaire. Moi, j'appelle ça simplement du courage. Un courage qui lui a coûté malheureusement très cher. De l'Argile s'est vu coincé. Il a porté un violent coup de couteau à la nuque de madame. Cette place, à la nuque. Le journal emploie ce mot précis. C'est une zone vitale. C'est un geste délibéré. Ce n'est pas un geste de panique, ce n'est pas un geste de quelqu'un qui veut éliminer un obstacle, non, c'est un geste chirurgical. Mademoiselle de Place s'est effondrée au milieu d'une mare de sang. Pendant ce temps, dit le journal, avec une froideur qui glace encore aujourd'hui, son meurtrier se sauvait à toutes jambes. Il a couru. Il a laissé 2 femmes inconscientes ou agonisantes derrière lui, et lui, il a couru. Mais je vous rassure, il n'a pas couru très longtemps. Enfin, plutôt, il n'a pas couru très loin. Quelques heures plus tard, la police l'arrêtait, dans un débit de vin, rue de Paris, à Clichy. Dans un débit de vin, il était allé boire. Après avoir laissé sa femme inconsciente sur le sol d'une chambre et sa belle-sœur dans une mare de sang dans la rue, lui, il est allé boire.
Je ne dis pas ça pour le condamner davantage. Je dis ça parce que ce détail dit quelque chose sur lui, sur la façon dont certains hommes, à certaines époques, traitaient la violence domestique comme une affaire réglée dès lors qu'elle était commise. Les agents l'ont trouvé là, parmi les autres clients. Il a été arrêté, amené au poste et envoyé au dépôt en attendant son jugement. L'état des victimes était décrit comme très grave. Celui de Mlle Despas surtout inspirait de sérieuses inquiétudes. Ce sont les derniers mots que les archives nous donnent sur elle, de sérieuses inquiétudes. Et puis le silence. L'affaire de l'argile n'est pas une affaire célèbre. Elle n'est pas non plus dans des livres. Personne n'a écrit de roman sur elle. Il n'y a pas de plaque commémorative à Impasse des Cailloux. Et pourtant, elle nous raconte quelque chose d'essentiel sur la France de 1900. Une France en plein belle époque, terme qui a toujours eu quelque chose d'obscène quand on pense aux femmes battues de Clichy, aux couturières mal payées, aux gargotes de banlieue, où les maris violents venaient boire après leurs crimes. Cette histoire, elle nous raconte la situation des femmes, qui malheureusement est encore toujours d'actualité. Cette Louise, qui n'avait d'autre refuge que la maison de sa belle-sœur, cette Mlle Despas, dont personne n'a retenu le prénom. Ces deux femmes qui ont payé de leur chair le prix de la dépendance légale. Elle nous raconte aussi les hommes. Pas les monstres que les faits divers animent et aiment exhiber, mais les hommes ordinaires dans des situations ordinaires, qui font des choses que la loi de l'époque qualifie à peine. De l'Argile n'était pas un monstre de roman. Il était un garçon de café de 30 ans, acculé, pris en faute, ce qui n'excuse en rien, mais qui explique peut-être tout. Ce qui me frappe dans cette histoire, c'est la machine à coudre. Il a pris la machine à coudre, l'outil de travail de Louise, sa source de revenus, son autonomie. Même en fuyant, il voulait lui prendre ça. Même dans la fuite, il continuait le même geste, le geste de celui qui tient quelqu'un sous pression, sous son emprise. Je ne sais pas ce qu'est devenue Mademoiselle Louise. Je ne sais pas ce qu'est devenue Mademoiselle Despas. Je ne sais pas si elles ont survécu. Je ne sais pas combien d'années de prison de l'Argile a été condamné. Ces informations existent quelque part, sûrement, dans les registres de la cour d'assises de la Seine, dans des colonnes jaunies d'un journal, mais que je n'ai toujours pas trouvé. Mais c'est la promesse que je vous fais, je continuerai à chercher. Et si je trouve, je vous le dirai. Parce que ces histoires méritent d'être complètes. Louise mérite une conclusion. Mademoiselle Despas mérite un prénom. C'est aussi à ça que servent les murmures de l'histoire. Pas à célébrer les puissants, juste à rendre la dignité aux oubliés. Merci de m'avoir accompagné dans cette impasse de Clichy en 1900, un après-midi de mars, quand l'histoire du monde se jouait aussi dans la chambre des pauvres. Les murmures de l'histoire, un podcast d'Olivier de Potter. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Merci.